Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur mes dernières lectures. Vous avez l'habitude, vous connaissez ce format. Dans cette série, j'évoque donc avec vous quelques livres que j'ai lus durant les précédents mois. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 livres et une saga qui est encore incomplète puisqu'il me manque le dernier tome. Mais je tenais à vous en parler absolument parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour elle. Je m'excuse d'avance si vous voyez des reflets sur l'écran, juste en bas notamment. Je sais pas si ce sera très visible au montage. Je vais essayer de faire quelque chose pour régler ce problème à l'avenir, mais malheureusement ma caméra est un peu déréglée ces derniers temps. J'ai de plus en plus de traces de ce genre qui apparaissent lorsque je filme avec la caméra avant et je ne sais pas trop comment résoudre ce petit souci technique. Donc si vous avez des recommandations pour réparer ma caméra, je suis preneuse. Parce que je vous avoue que la qualité n'est pas terrible et surtout avec un sweat noir ça ressort beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà les 5 tomes dont on va parler aujourd'hui. Comme je vous le disais, il y en a 5 parce que vous avez 2 tomes qui appartiennent à la même saga. Et on va donc démarrer cette vidéo avec un livre qui retrace l'histoire de Tim Burton, mon réalisateur préféré. Et ce livre a été écrit autour d'une interview de Tim Burton avec une préface par Johnny Depp qui est donc mon acteur préféré. C'était donc le combo parfait pour moi de découvrir l'histoire de ce réalisateur très méconnu à ses débuts et qui pourtant aujourd'hui connaît un succès phénoménal et est très réputé dans le domaine du cinéma. Ce livre résume donc son enfance, ses débuts en tant que dessinateur et son entrée dans le monde de l'audiovisuel. On a un aperçu à travers le récit que nous fait Tim Burton de sa vie, de la manière dont il a entamé sa carrière de réalisateur et les difficultés qu'il a pu rencontrer, que ce soit à cause des équipes pour lesquelles il travaillait, des employés qu'il a pu recruter, ou des productions avec lesquelles il a pu collaborer. J'ai trouvé le format très intéressant parce que le journaliste qui l'interviewe se penche sur des détails de ses œuvres, en décrypte la symbolique, fait des liens avec les expériences de Tim Burton. On en apprend davantage sur ce génie du cinéma qui a été embauché par de nombreux studios pour y travailler et qui a dû faire face à de nombreuses déceptions et des réalisations concernant son travail qui n'étaient pas aussi reconnues qu'aujourd'hui. Et ce que j'ai ressenti tout au long de ma lecture, c'est le contraste fort entre l'admiration que beaucoup lui portent aujourd'hui, notamment quand on voit les retours sur ses nouvelles œuvres sur les réseaux, et l'avis qui diverge totalement des spectateurs de l'époque lorsqu'il a sorti ses premiers films et qu'il faisait face aux nombreuses critiques, remarques, réprimandes de la part de son public. J'ai trouvé cette différence assez marquante et étonnante, surtout quand on parle de chefs-d'œuvre comme Édouard aux mains d'argent qui à l'époque n'a pas été accueilli comme c'est le cas désormais aujourd'hui. On retrouve de nombreuses anecdotes de tournage avec les acteurs qu'il a pu choisir pour ses films, qui ont été d'ailleurs vivement critiqués puisqu'il a tendance à choisir les mêmes personnes pour tenir des rôles importants ou principaux dans ses œuvres, ou même avec sa passion pour le dessin dont il témoigne tout au long de ce roman, puisqu'il est illustré et qui a marqué sa carrière et notamment sa carrière d'animateur. C'est quelque chose que j'ai adoré découvrir au fil des pages et j'en ai appris énormément sur cet artiste. J'avoue que j'ai pas pu résister devant la couverture et je trouve que c'est la biographie parfaite pour rentrer dans la tête, dans le cerveau de ce génie. J'ai trouvé ça quand même dommage qu'il n'y ait pas eu de réédition depuis avec ces nouvelles réalisations. Il me semble que ça a été le cas une première fois avec la deuxième préface écrite par Johnny Depp un peu plus tard, je crois 10 ans environ après la première qu'il a faite pour justement introduire le lecteur à cette biographie. Le livre s'arrête juste après la sortie de Sweeney Todd. On n'a pas donc accès aux coulisses de ces autres films qui sont bien nombreux depuis 2008. Mais ça reste un très bon moyen de décortiquer la vie de ce réalisateur incroyable. J'ai eu franchement un coup de cœur pour cette lecture. Je me suis laissée totalement embarquer
happée par l'énergie de ce livre et qui est d'une profondeur, d'une sensibilité, d'une sincérité absolument incroyable. Le journaliste a conservé à la perfection l'essence même des œuvres de Tim Burton et il a également préservé la manière de penser et de s'exprimer de Tim Burton, agrémenté presque à chaque page d'une illustration exclusive du réalisateur. Je vais vous montrer un peu plus en détail, notamment celle de Édouard Main d'Argent, qui est donc mon Tim Burton préféré. Vous en avez bien d'autres évidemment tout au long de cette biographie. Je ne vais pas toutes vous les montrer, même si j'aimerais. En plus de ces magnifiques dessins, on a également quelques petits éléments que je redécouvre sur ce réalisateur, notamment le fait qu'il a écrit il y a maintenant plusieurs années un recueil d'histoires pour enfants que je vais m'empresser de lire et que je vous détaillerai sûrement dans une prochaine review. En attendant, si vous aussi vous aimez les films de Tim Burton, je vous conseille vivement d'aller lire ce livre si vous voulez en apprendre plus sur sa vie. Le deuxième livre dont je vais vous parler est le suivant. Il s'agit du Dernier Conte. C'est à la base une saga qui comporte pour l'instant 4 romans. Je sais pas si elle est terminée ou si elle continue encore. Mais je tenais au moins à vous parler du premier tome que j'ai personnellement adoré et qui mélange l'univers de Disney à celui de la fantasy. Vous le savez, la fantasy est mon genre préféré. C'est vraiment mon registre littéraire de prédilection et j'aime particulièrement les romans qui en découlent. Et donc pour cela, on se retrouve dans un univers parallèle au nôtre, où celui des contes prédomine et garantit la survie des espèces qui vivent dans cet univers. Le problème, c'est que depuis quelques années, les héros ont complètement disparu et la nuit ne cesse de s'installer jusqu'à ce que le jour s'efface définitivement pour remplacer la paisibilité et la sérénité de la vie des habitants de l'univers des contes contre la délinquance, la violence et le danger. Ariane est donc l'une des fées qui vit dans cet univers et son quotidien risque d'être fortement perturbé si elle ne fait rien pour sauver son monde. Elle va donc partir à la recherche d'un héros dans notre univers. Elle débarque donc en plein milieu d'un Disneyland Paris bondé et enlève Warren, qui est donc un jeune homme ordinaire, assez peureux, qui n'a pas du tout l'étoffe d'un héros, et qu'elle va devoir donc former et entraîner pour qu'il devienne un prince charmant et lui permette de préserver la magie dans l'univers des contes. C'est un roman assez touchant et plein de rebondissements. C'est le genre de péripéties et d'aventures qu'on aime quand on lit de la fantasy et on retrouve l'essence même de ce genre dans ce livre. J'ai commencé cette lecture sur conseil d'une amie qui l'avait déjà lu et qui a adoré cette saga. J'ai moi-même très hâte de lire la suite depuis que j'ai fini le premier tome. Il va falloir d'ailleurs que je m'y penche assez sérieusement. En dehors de ça, je trouve que l'univers même dans lequel se déroule l'histoire du Dernier Conte est absolument extraordinaire. On parle d'un monde qui est régi essentiellement par les histoires de héros. Et si on transpose tous les contes qu'on a pu nous raconter quand on était enfant, et notamment les contes Disney qui ont bercé notre jeunesse, on réalise qu'en fait tous ces héros sont bien vivants dans le monde d'Ariane et si ça peut paraître délirant, c'est même la réaction qu'a eu Warren en débarquant dans ce monde. C'est tout aussi saisissant d'en découvrir les revers qui sont parfois assez décevants, vous allez vous en rendre compte au fil de votre lecture. Les héros ne sont pas tous aussi parfaits qu'on le devine à travers les histoires relatées par nos Disney préférés. J'ai vraiment hâte de découvrir davantage de cet univers dans les prochains tomes, de découvrir davantage de personnages, de faire davantage de rencontres à travers le voyage trépidant d'Ariane et de Warren pour faire de Warren un prince charmant. La relation qui se noue entre les deux est pas forcément évidente. On parle d'une fée qui enlève délibérément un être humain pour le ramener dans un monde où il ne peut plus retourner auprès de sa famille qui a pourtant besoin de lui. Il est assez préoccupé par leur sort et justement Ariane, qui avait au départ très peu d'empathie pour lui et qui par contrainte de temps a été obligée d'emmener Warren dans son monde, va se montrer assez sensible à son histoire. C'est évidemment une relation qui va se nouer sur plusieurs volumes, mais vous vous en doutez, ce premier tome présage d'une collaboration future qui va peut-être finalement avoir le résultat qu'escomptait Ariane
en allant kidnapper un humain. Il faut savoir qu'Ariane cache également de lourds secrets. C'est une guerrière qui a vécu un drame terrible, un deuil très difficile dont elle se remet à peine au début de ce tome. J'ai adoré en découvrir davantage sur ce personnage, la voir s'ouvrir peu à peu alors qu'elle semblait sur le point de s'effondrer. Cette nouvelle aventure la revigore légèrement et c'est assez réconfortant de la voir évoluer peu à peu, même si son personnage est loin d'être aussi déconstruit. Je l'imagine que dans les tomes suivants, mais je ne peux malheureusement pas encore juger parce que je ne les ai pas lus. Donc je vais évidemment continuer cette saga. Je sais pas si je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'essaierai de vous en faire un retour si j'ai lu les tomes suivants. Mais je suis assez curieuse de suivre les péripéties de nos deux héros et j'ai vraiment hâte de les retrouver dans le tome 2 du dernier conte. On va continuer ensuite avec un Twisted Tale. Je suis désolée pour ma prononciation, vous le savez, l'anglais et moi c'est un désastre. Ça fait longtemps que je n'avais pas évoqué ce genre de livre sur ma chaîne et je tenais à le faire aujourd'hui parce que j'ai lu récemment un nouveau livre extrait de cette série. J'avais déjà réservé une vidéo complète à ce sujet, mais je n'avais pas encore ce roman parmi ma collection, c'est désormais chose faite. Il s'agit donc de Ce monde qui est le mien, le Twisted Tale de Megara, qui nous propose une alternative à la fin du Disney Hercule, que l'on connaît tous. Comme vous le savez, à la fin du Disney, Hercule, après avoir prouvé sa valeur et son héroïsme aux yeux des dieux de l'Olympe, est finalement admis sur la terre de ses ancêtres, mais il fait le choix d'y renoncer. Megara étant mortelle, elle ne peut malheureusement pas le rejoindre sur ce mont réservé aux dieux et seulement aux dieux. Il décide donc par amour de rester avec Megara sur Terre, de rester mortel et de vivre à ses côtés. C'est une belle démonstration d'amour et on a tous été très touchés par ce moment qui est incroyablement émouvant dans le Disney et qui n'existe pas dans cette fin alternative, puisque dans ce livre, on suppose que Hercule a finalement accepté la proposition de ses parents. Megara, qui ne peut donc pas prétendre à ce titre, se voit accorder une faveur de la part de Zeus. Il accepte qu'elle puisse vivre sur le mont Olympe aux côtés d'Hercule si elle lui rend service en retour. Cette mission qu'elle accepte pour devenir immortelle consiste donc à remonter loin dans son passé, un passé qu'elle aurait préféré oublier et qui lui est terriblement douloureux. Elle a entretenu pendant longtemps une relation avec un homme qui avait prétendu pouvoir lui offrir une vie rêvée, mais lorsque Meg s'est retrouvée coincée aux enfers, ce petit ami a décidé de mettre fin à leur relation et de se séparer définitivement de Meg en la laissant disparaître et en reconstruisant sa vie de son côté avec une nouvelle fiancée. À présent mariés, les deux amants font face à une menace et Megara est donc chargée par Zeus d'aller sauver la femme de son ex-petit ami. Tout cela en échange de l'immortalité, vous l'avez compris. C'est comme tous les romans dans cette collection, une très belle manière détournée de réécrire l'histoire Disney, de proposer un nouveau point de vue et de développer davantage le personnage de Megara, qui est évidemment l'un de mes préférés dans ce film. J'avais adoré sa personnalité lorsque j'ai découvert le Disney et j'ai eu un véritable coup de cœur pour la manière dont elle est présentée, dont elle est écrite dans ce roman. Il faut savoir que dans ce roman, il y a énormément de retours dans le passé. On a beaucoup d'éléments de la vie de Megara qui nous échappaient jusque-là totalement dans le Disney puisque ce n'était pas mentionné. Là, on accède à davantage de détails concernant sa vie avant de rencontrer Hercule, son enfance notamment, et également sa déception amoureuse qui est le cœur de ce livre. On va la suivre durant toutes ses péripéties jusqu'à ses retrouvailles avec son ex. C'est un moment d'émotion assez riche et complexe qui a été très bien détaillé et très bien amené. Et c'est également un bon moyen de découvrir une nouvelle facette de Megara à laquelle on n'avait pas forcément accès. On se centralise uniquement sur elle dans ce livre, donc c'est évidemment plus facile de s'attacher à cette nouvelle part d'elle qu'on nous dévoile peu à peu, mais c'est également l'occasion pour elle d'en découvrir plus sur elle-même. Elle est très cassante lorsqu'elle rencontre Hercule,
et elle a énormément de réparties. Elle s'est forgée également une personnalité tout au long du Disney assez forte et décomplexée. Elle s'est émancipée très jeune, ce qui fait qu'elle a un tempérament assez méfiant mais également très impulsif. Et dans ce livre, on va avoir accès à une version au contraire plus intériorisée, plus sensible, plus touchante peut-être, même si j'étais déjà très attachée à elle dans le Disney. J'avoue que ce roman m'a aidé à apprécier davantage toute l'étendue de la personnalité de Megara. Donc franchement, si vous aussi vous êtes un fan d'Hercule, que c'est un de vos Disney préférés, je vous recommande vivement d'aller lire Ce monde qui est le mien parce que c'est une vraie pépite. On termine cette vidéo par de la romance parce que finalement, que serait une review sans romance, surtout ces derniers temps? J'ai tendance à vous en présenter beaucoup, je le reconnais, alors que je ne suis pas très fan de ce genre, mais lorsque j'ai un coup de cœur pour une romance, évidemment je vous en parle et celle-ci ne fait pas exception parce que je pense que c'est clairement la meilleure romance que j'ai pu lire de toute ma vie. Je m'excuse auprès de toutes les personnes que j'ai dénigrées pour avoir lu ce genre. Quand elles sont vraiment bien écrites et bien amenées, j'ai tendance à davantage les apprécier que des romances plus simples et plus prévisibles. Il s'agit donc de la saga Les Frères Reynolds, qui est déclinée normalement en 3 tomes, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir le 3e tome et j'avoue que c'est celui qui me tente le moins entre les 3, donc j'irai sûrement l'acheter très bientôt et je le lirai avec plaisir. Mais je voulais vous faire absolument un retour sur ces 2 livres que j'ai dévorés, notamment le 2e, qui s'intitule donc Faux départ et qui porte sur le 2e frère de la fratrie, puisque c'est une saga de 3 tomes qui porte sur les 3 frères de la famille Reynolds. Je vous avoue que je ne pensais pas être aussi accro à de la romance et pourtant ça a été le cas dès le 1er livre sur Trenton Reynolds, un pilote de Formule 1 surnommé Tiny le Maudit parce qu'il arrive en permanence 2e sur le podium. Il n'arrive jamais à décrocher la 1re place d'un Grand Prix, c'est ce qui le fait enrager. Il est donc contraint à cause de la mauvaise image et de la mauvaise réputation qu'il donne à son écurie de participer à un reportage censé justement redorer cette image. Mais pour cela, il va devoir collaborer avec Maxine Leroy, une journaliste reconnue pour son travail méthodique de recherche et d'investigation, mais également pour sa répartie cinglante et que Trenton déteste par-dessus tout. Dans le tome 2, qui porte quant à lui sur Jackson Reynolds, on le retrouve donc quelques mois après la fin du 1er tome, fin à laquelle on apprend que Jackson est transféré de son écurie actuelle à celle où pilote son ex. Cet homme avec lequel il a participé au programme All Star Junior, destiné à former 2 futurs pilotes en Formule 1. Il n'a jamais réussi à l'oublier depuis qu'ils se sont fréquentés durant ces quelques mois. Et il va donc se retrouver coéquipier dans la même écurie qu'Eugène, désormais fiancé et totalement opposé à celui avec lequel Jackson a entamé une relation il y a déjà plusieurs années. Pour vous avouer, j'ai acheté le 1er tome essentiellement parce qu'il portait sur la Formule 1. Je suis une grande fan de ce sport et quand j'ai vu qu'un livre avait été écrit sur ce domaine, même si le genre me déplaisait légèrement, je l'ai acheté sans hésiter et je ne regrette absolument pas mon choix. J'ai adoré ces 2 romans, la manière dont ils retracent les relations des 2 frères, leur complexité, leurs rebondissements, leurs déboires, que ce soit Trenton avec Maxine ou Jackson avec Eugène. J'ai adoré la manière dont sont explorées ces relations, mais également la manière dont elles sont relatées dans le livre et retranscrites dans un cadre de Formule 1. Comme je vous le disais, j'ai eu un coup de cœur absolu pour Faux départ, qui est donc mon préféré des 2 et qui, à mes yeux, restera à jamais la meilleure romance que j'ai pu lire. Je trouve l'idée originale d'avoir mêlé ce concept à la Formule 1. Je le répète encore, mais c'est inédit pour moi. J'avais encore jamais vu une autrice, ou en l'occurrence plutôt 2 autrices, puisqu'il s'agit de 2 femmes qui ont écrit ce livre ensemble, s'intéresser autant à l'univers de la F1 pour en écrire
une romance. Et justement, les deux romances qui en découlent sont absolument parfaites. J'avoue que je n'ai vraiment pas été déçue par la manière dont les personnages sont présentés, que ce soit les pilotes ou même les personnes extérieures qui gravitent dans leur entourage. Je me suis vraiment attachée à chacun d'entre eux et j'ai vraiment hâte de les retrouver dans le 3e et dernier tome de la saga. J'ai été un peu moins emballée par l'histoire du dernier frère de la fratrie, qui est donc Beau, mais évidemment je le lirai avec plaisir et j'essaierai sûrement de vous faire un retour dessus. Je remarque quand même que dans cette vidéo, il y a beaucoup de tomes 1 de saga que je n'ai pas continué. Donc il faut absolument que je remédie à ça. Mais pour vous en parler plus en détail, ce qui m'a beaucoup touchée tout d'abord dans le tome 1, c'est la manière dont évolue Trenton dans ce livre. Il faut savoir que le reportage qui a été créé sur lui a été décidé dans un contexte où le pilote était assez problématique. Il recadrait violemment des journalistes, il s'énervait assez facilement, il était en désaccord avec son équipe sur de nombreux points, donc ça a été très compliqué pour lui d'accepter de faire ce reportage, mais il a malgré tout laissé Maxine entrer dans sa vie, peut-être à plusieurs reprises contre son gré, puisqu'elle faisait son travail de journaliste pour dénicher des infos qui pourraient sensibiliser le public à l'histoire de Trenton et l'aider par la suite à redorer son image grâce à l'empathie qu'ils éprouveraient devant le documentaire. Elle s'est malgré tout beaucoup rapprochée de lui et a pu en découvrir davantage sur sa véritable personnalité. J'ai vraiment été très touchée par leur relation et j'ai surtout adoré la continuité de ce livre qui se prolonge avec l'histoire de Jackson, qui elle m'a également beaucoup touchée, mais pour d'autres raisons. On parle de romance LGBT dans un univers qui n'est pas forcément très ouvert à ce sujet, et justement les autrices ont présenté ça à la perfection. On parle de sujets assez sensibles, trash, et difficile pour les personnes qui sont concernées notamment. Eugène est né et évolue dans un milieu assez bourgeois, avec des parents très stricts concernant ses relations amoureuses. Ils encadrent ça avec sévérité et ont également des idées très arrêtées et un esprit très fermé sur les relations entre personnes du même sexe. Et c'est ça qui était très intéressant justement à analyser dans ce livre. C'est la manière dont sont perçues ces relations-là au sein de la société dans laquelle évolue Eugène, et la manière dont ça va influencer ses choix, ses décisions et sa vie de famille plus tard, puisqu'il envisage de se marier à une femme pour cacher justement son homosexualité. Ce sont des sujets qui sont malheureusement encore trop d'actualité. Beaucoup de personnes sont obligées de réprimer qui elles sont pour plaire à leur entourage, et j'ai trouvé que la manière dont il est traité dans ce roman est très intéressante. Il nous offre un point de vue différent des romances LGBT classiques où ces problèmes ne semblent pas exister. Au contraire, ici, on nous les présente de manière très crue, très violente, mais suffisamment réaliste pour qu'on y accorde du crédit, qu'on s'attache davantage aux personnages et qu'on suive avec autant de passion que l'évolution de leur relation. Donc vraiment, si comme moi, vous aimez ces sujets-là et que vous y êtes très sensible, je vous conseille vivement de lire Faux départ en commençant évidemment par le premier tome de la saga Pole Position. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. J'attends évidemment avec impatience vos avis dans les commentaires si vous avez lu quelques-uns de ces livres ou si vous prévoyez de les lire. J'espère en tout cas que mes retours sur chacun de ces livres vous auront plu. Si vous voulez qu'on en discute davantage en détail, mon espace commentaire et mes réseaux sont ouverts. Moi en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!